Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Merci de nous retrouver, la petite radio du Grand Maghreb, et nous allons décrypter pour vous l'actualité avec les journalistes qui sont autour de cette table, comme chaque jeudi. Abdelkarim Rzali, journaliste indépendant. Il y a aussi Saïd Jafar, qui est le directeur de publication de Huffington Post Algérie. Nous avons Akram Khrieff, l'éditeur du site d'information spécialisé dans la défense, pas seulement en Algérie, mais aussi au Maghreb, Akram Khrieff donc, et le spécialiste des services de renseignement, Mounir Boudjma. Des questions sécuritaires. Non, mais c'est intéressant parce qu'on va en parler ce matin. Mounir Boudjma qui nous a rejoint ce matin. Abed Cherif, journaliste indépendant. Bonjour. Et puis Qadi Hussein, éditeur du site spécialisé en économie Maghreb émergent et de Huffington Post Algérie. Bonjour messieurs. Comme d'habitude, on va faire rapidement un tour de table, voir un petit peu ce qui vous a marqué. En un mot, une image, une déclaration, une information pour faire le tour de table, à commencer par toi, Abdelkarim. Un ministre du gouvernement de Tobruk nous apprend que la Libye risque d'être le fief de Daesh, comme si c'est pas le cas. Saïd. En France, on a un président qui dit c'est la guerre, mais il y a quand même des gens qui réfléchissent et qui posent des questions peut-être un peu autrement et remettent les choses en perspective. C'est un peu rassurant que tout le monde ne soit pas embarqué dans cette logique de guerre totale, quoi, de mon temps. En Syrie, la Russie qui met le paquet et qui donne même l'occasion à son aviation stratégique de faire son baptême du feu. Oui. Inédit. Hassan. Une déclaration, celle de Abdelkader Msahel, ministre, je ne saurais pas répéter tout son titre, on va dire vice-ministre des Affaires étrangères, qui nous donne une recette contre la radicalisation islamiste. Il dit la démocratisation est le meilleur moyen de lutter contre la radicalisation. Je ne savais pas s'il fallait rire, mais bon. Bonjour. Surtout qu'est-ce qu'on a relevé, oui. Ouais. Non, l'événement de la semaine, c'est le Bataclan. Ça s'est passé après l'émission de la semaine dernière, donc on est dans cette semaine-là. Oui, on est. Bon, c'est clair que c'est les attentats de Paris, mais j'ai retenu juste une information agricole. Une information, effectivement, 300 000 hectares de terres utiles qui disparaissent chaque année en Algérie, c'est affolant. C'est un chiffre qui m'a fait peur. Oui. On va en avoir d'autres, puisqu'il y a le ministre qui va s'exprimer bientôt sur un certain nombre de dispositions concernant l'agriculture. On aura peut-être l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Mais ce qui nous a marqué, c'est sûr, cette semaine, ce sont les attentats en France. C'était terrible, ce qui s'est passé dans ce pays. Ce climat, il y a une espèce de climat d'insécurité, de psychose d'insécurité qui s'est installé en France. Alors, ma première question, selon vous, est-ce que vous pensez que c'est un climat qui est en train de s'installer durablement? C'est vraiment la question que l'on se pose aujourd'hui. Mounir. Pardon. C'est-à-dire que c'est le climat, bon, Tu penses que ce climat est en train de s'installer durablement? C'est vraiment la question que l'on se pose aujourd'hui. Il va s'installer durablement parce que la puissance de ces attentats, leur impact au niveau aussi bien français qu'international, fait que la France a basculé dans une nouvelle dimension face au terrorisme. C'est-à-dire parce que c'est la première fois, c'est un attentat des premières fois, si vous voulez. C'est la première fois qu'il y a des kamikazes qui se font exploser. C'est la première fois qu'il y a un bilan à 3 chiffres en France, c'est-à-dire par rapport au terrorisme, c'est-à-dire qu'il dépasse la centaine de victimes. C'est la première fois que des femmes participent à une action terroriste, comme on l'a vu hier à Saint-Denis. C'est la première fois qu'il y a un attentat simultané sur plusieurs points, c'est-à-dire c'est un attentat où il y a beaucoup de premières. Maintenant, c'est-à-dire que les Français commencent à découvrir ce qui est devenu, désolé de le dire, quasiment une routine des Algériens durant les années 90. C'est-à-dire, quand je revois ces débats-là, c'est-à-dire ça me fait rappeler ces années-là où il y a l'onde de choc, il y a le choc, il y a l'attentat, il y a le choc, et maintenant il y a la recherche d'explications et les gens ne comprennent pas. Mais c'est-à-dire, maintenant la France vient de découvrir, et c'est là où le discours politique est un peu... sauf celui de Valls, où imaginez qu'il y en ait d'autres attentats en France. C'est-à-dire que comme toutes les sociétés modernes actuellement, la France, les pays européens, tout le monde doit se préparer à un terrorisme qui est structurel. C'est-à-dire qui existe maintenant dans les sociétés. C'est-à-dire c'est pas un terrorisme qui est de passage, c'est pas un phénomène de passage.
J'allais le comparer à d'autres phénomènes comme la pollution, le sida, la drogue. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont maintenant ancrées dans les sociétés modernes. Pourquoi ? Parce que c'est des réactions en chaîne, que ce soit de conflits, de débats religieux, de mutations géopolitiques, etc., qui produisent toujours des effets, et le terrorisme en est un. On va essayer de comprendre pourquoi et essayer d'approfondir un petit peu ce que tu viens de dire. Mais toi aussi, tu penses que c'est un phénomène qui est en train de s'inscrire durablement en France, dans la société française ? Oui, ils vont apprendre à vivre avec. À mon avis, ça s'installe durablement, mais ce qui gêne dans cette histoire, en fait, c'est qu'il y a 3 ou 4 niveaux, 5 niveaux de réponse peut-être, ou plus. Et il y a un mélange qui ne permet pas de comprendre ce qui se passe. Et la première réaction, ça fonctionne sur l'émotion. C'est connu, les pleurs, l'émotion, la solidarité, etc. Et ensuite, il y a des tentatives d'expliquer rapidement ce qui se passe. Ensuite interviennent ceux dont parlait Saïd, qui apportent un peu plus de réflexion, un peu plus de profondeur. Et derrière tout ça, il y a les cercles spécialisés, les think tanks, les grandes agences de renseignement aussi, qui apportent des lectures qui vont faire la décision. Parce que qui vont faire la décision et définir ce que sera le monde face au terrorisme dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui en Algérie, je peux dire avec une marge d'erreur très faible de me tromper. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que les Français ont subi, c'est le résultat de l'intervention américaine en Irak. Je n'ai pas envie de caricaturer, mais voilà, ça intervient avec 10 ans de décalage, c'est comme ça. On est obligé d'en parler, on va en parler dans un instant, mais quand on dit c'est un terrorisme nouveau, ce terrorisme, ce Daesh, c'est une nouvelle bannière, c'est un nouveau nom, enfin appelez ça comme vous voulez, pourquoi est-ce que ce serait différent et pourquoi est-ce que son influence serait surtout plus grande que celle d'Al-Qaïda ? C'est la question que l'on se pose, Akram. Il n'y a pas lieu de comparer Al-Qaïda et Daesh. Daesh, c'est 60 000 hommes, à peu près. C'est une organisation qui dispose d'énormément de ressources, à la fois humaines, financières et matérielles. Ils ont mis la main sur un stock d'armes phénoménal en Irak et en Syrie. Ils disposent pour la première fois de gens d'une vingtaine de nationalités, dont des occidentaux, dont des natifs, des occidentaux de souche. Ils ont l'argent, ils ont les hommes, ils ont le temps aussi, et ils se sentent acculés aujourd'hui par les différentes coalitions qui les attaquent. Donc ils ont aussi le prétexte de réagir. La réaction de Daesh violente en Europe et qui va venir probablement en Occident est tout à fait compréhensible. Il fallait s'y attendre. Quand tu dis que Al-Qaïda et Daesh, ça n'a rien à voir, que Daesh a 60 000 hommes, etc., il ne faut pas oublier que Al-Qaïda avait un État qui s'appelait l'Afghanistan, avec de vraies frontières, une vraie armée qui était à sa disposition en quelque sorte. Donc je conteste cette différenciation. Le phénomène est le même, c'est la même idéologie en gros, c'est la forme d'organisation diffère, mais les objectifs sont les mêmes. Et moi, par exemple, il y a un thème qui me choque. Daesh se dit État islamique. État, ça commence par le mot État. Territoire. Si on se veut un État, on ne commence pas par tuer les gens et prendre des otages de tous les pays avec qui on va être partenaire un jour ou l'autre. Si jamais ils établissent leur souveraineté sur l'Irak ou la Syrie, ils vont être obligés de négocier avec les gens. On ne va pas tuer les otages de ces pays. Donc ce n'est pas un comportement d'État à la base. Tu te trompes complètement. La notion d'État que tu es en train d'expliquer n'est pas du tout celle du khalifa. Pour que le khalifa s'établisse, il faut 3 paramètres. L'application de la charia, que le khalife soit un descendant du prophète, c'est le cas de soi-disant de l'Adnan Hada, et qu'il y ait un territoire à gérer. Maintenant, pour eux, l'État existe.
Le califat existe. Ce n'est pas sur les normes, les normes occidentales, ce n'est pas selon les normes que tu es en train d'expliquer, mais pour eux, il existe. Ouais. En fait, sur la nuance à propos de l'Afghanistan, en fait, Al-Qaïda reconnaissait l'État afghan du Mollah. C'est-à-dire, la différence, c'est qu'il était hébergé en Afghanistan, alors que en Syrie, entre la Syrie et l'Irak, c'est un État proprement direct. Il n'est hébergé chez nulle part. Mais ce que disait tout à l'heure Sharif à propos de l'intervention de Bush en Irak, ce n'est pas du schématisme. En réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de découvrir que la période d'Obama, au plan international, passe sans qu'elle marque de manière significative l'état du monde, alors que le passage de Bush, Cheney, continue à nous marquer, à marquer le monde entier. On est tous dans l'ère Bush, on n'en est pas sortis. Et ce qui s'est passé en Irak, ce qu'on appelle l'État islamique, moi j'ai toujours été fasciné par le fait que, pour la première fois, grâce à la politique de Bush, qui a été suivi après par le gouvernement irakien, d'encouragement des divisions sectaires, on a créé, d'habitude les mouvements terroristes, c'est des groupes. À la limite, quand ils sont 2000, c'est déjà énorme. Un groupe terroriste de 3000, ça fait trop. Mais là, on a créé les conditions pour que ce mouvement terroriste détienne une base de masse. Et la base de Daesh, c'est le basculement d'une partie de la population sunnite en Irak du côté des plus radicaux. C'est-à-dire, moi je connais des intellectuels irakiens qui sont arrivés à dire Daesh plutôt que l'ancien premier ministre irakien. Comment il s'appelle ? Maliki. Plutôt que Maliki. Il y a un vrai travail de basculement qui s'est fait, et après la Syrie est tombée d'elle-même parce qu'il y avait la crise et ça s'est élargi. Donc on est dans l'ère Bush, on n'en est pas sorti. Oui, je vais donner la parole parce que je suis sûre qu'on va pouvoir rebondir sur cette question, mais pas seulement parce que le problème se situe aujourd'hui en France. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu une espèce de forme d'anticipation chez le président, par exemple, français, qui d'emblée a parlé de Daesh, alors qu'on voit bien que la situation est tellement compliquée? Que veulent dire ces déclarations d'allégeance? C'est vraiment une question qui se pose aujourd'hui. De qui? Les terroristes français qui se sont fait exploser ou ceux qui ont commis les attentats en France. Que veulent dire ces déclarations d'allégeance? On a vu, le président français a tout de suite parlé de Daesh, alors que d'habitude il y a une enquête qui est en cours. Ça s'est fait tellement rapidement, alors qu'on est encore à s'interroger, à poser la question qui est qui et qui fait quoi? Qui sont les ennemis de la France? J'imagine que les services de renseignement français avaient suffisamment d'éléments. C'est un président français. D'accord, mais que veulent dire ces déclarations d'allégeance? Je pense que sur ce volet-là, les heures qui ont suivi ont tout de suite confirmé qu'il avait les bons éléments. Mais ça ne nous empêche pas de nous interroger après. Ces déclarations d'allégeance, qu'est-ce qu'elles veulent dire aujourd'hui? C'est vraiment la question. On parle de... En fait, moi je pense que ça exprime d'abord un malaise dans la société française. C'est, je crois, Gilles Kepel qui a rappelé sur un plateau de télévision que le principal pays européen exportateur de djihadistes vers la Syrie, c'était la France. Enfin, il y a quelqu'un qui a rappelé que si on devait faire un... qui ont été donnés, oui, le plus grand pourvoyeur de... Mais pour répondre à ta première question, celle de savoir si ça allait durer, il y a eu des interventions de la classe politique française pour dire qu'il faut des inflexions fortes, notamment celle de Sarkozy, dans la politique française, notamment la politique sécuritaire étrangère. Mais j'ai pas l'impression que ce soit les bonnes inflexions auxquelles pense Sarkozy. Il y en a enfin deux, principalement. Moi, j'ai été frappé de constater que l'arsenal juridique législatif sur lequel devaient travailler les Français pour se mettre au diapason de l'état d'urgence, c'était celui du printemps 55. La guerre d'Algérie, ils n'avaient pas retouché depuis. Ils vont amender ce dispositif légal. C'est un pays qui a depuis vécu, en gros, en dehors des émeutes de banlieue d'il y a 10 ans, en situation de paix à l'intérieur de ses frontières. Ça va changer, c'est en train de changer, mais l'inflexion en réalité, c'est de réduire le hiatus qu'il y a entre la France des années 50, la France coloniale et impériale, qui avait de gros moyens, qui intervenait dans le monde, qui était une puissance dominante, et la France d'aujourd'hui. Le hiatus, il est spectaculaire. Aujourd'hui, la France est engagée sur une dizaine de théâtres d'opération dans le monde,
Les plus connus, c'est le Moyen-Orient et le Mali, mais n'a pas les moyens d'assumer cette position de puissance proche de la grande puissance. La France est devenue une puissance moyenne, voire une petite puissance. Son budget de sécurité intérieure, c'est le débat en ce moment en France, c'est le budget d'un petit pays par rapport à son PIB, parce qu'il faut réduire, parce qu'il faut réduire les déficits, etc. Donc la France ne peut pas se permettre d'aller guerroyer partout dans le monde avec cette configuration en interne. S'il y a une réflexion à faire, une principale, c'est celle-là. La France doit s'ajuster, donc se retirer de beaucoup d'endroits dans le monde et ne plus prétendre jouer le rôle qu'elle a joué par le passé. Le deuxième ajustement qu'elle doit faire, et celui-là il rejoint la question des allégeances, etc., la France doit mettre en conformité sa politique extérieure avec son nouveau mix démographique. Aujourd'hui, la France ne peut plus rester l'allié d'Israël de la façon dont elle a été avant, quand on a une communauté arabo-musulmane aussi importante. Cette inflexion-là, si la France ne la fait pas, elle aura toujours des problèmes chez elle. Quelques petites remarques très rapidement. Bon, la première concernant le discours dont vous parlez, moi je pense que si Hollande a intervenu aussi vite, c'est parce qu'il voulait préparer l'opinion au bilan du Bataclan. C'est-à-dire qu'à un moment... C'est-à-dire on était sur un attentat quelques fusillades et deux kamikazes avec même qui avait pratiquement pas de bilan au niveau du Stade de France, mais que les informations qui arrivaient du Bataclan avec l'importance du bilan, je pense que la forçait à intervenir vite. Maintenant, pour revenir à j'essaie d'un peu de faire de mix un peu de ce que ont dit les amis, c'est-à-dire entre le conflit irakien, ce que dit Qadi Hassan effectivement sur cette impossibilité de se projeter maintenant au niveau militaire et même au niveau du renseignement, parce qu'il faut comprendre que maintenant les services de renseignement français se sont coupés un peu de services de renseignement comme les Syriens par exemple, qui détiennent pratiquement 250 personnes, qui sont tous des francophones, qui sont tous des Français ou des Belges, et avec qui la coopération en termes de renseignement n'existe plus. Alors que on peut pas d'un côté, comme dirait Laurent Fabius dit, il faut effacer Bachar el-Assad de la surface de la terre, et de l'autre, d'essayer de créer un dialogue sécuritaire avec Damas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, concernant je reviens sur, ça, c'est pas possible, Al-Qaïda et la création de Daesh très rapidement, au-delà des conditions de fertilité politique et religieuse dont a parlé Jafar tout à l'heure, qui sont là, effectivement, c'est le terreau. Mais en même temps, il y a eu, j'allais dire, exportation du terrorisme, c'est-à-dire en Syrie, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire tous les combattants de tous les points, que ce soit en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen, en Libye, parce que c'est les conséquences de la transhumance des terroristes de la Libye vers, n'oubliez pas le premier contingent de Belhadj, qui sont partis, ils étaient 6000. C'est-à-dire c'était quelque chose où ils ont formé un peu la première colonne vertébrale de Jabhat al-Nusra, qui est devenue par la suite, avec des scissions, où il y a eu des scissions à l'intérieur, où ça a créé Daesh, avec la faiblesse bien sûr d'Al-Qaïda, c'est-à-dire c'est le même magma, on peut pas dire que c'est un magma qui est différent. Voilà. Oui, oui, vas-y. Mais il y a des questions posées, j'ai pas pu intervenir. C'est vrai que t'as pas pris la parole, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Non, j'ai l'impression qu'on fait des approches techniques sur des questions éminemment politiques et géostratégiques. Et j'ai l'impression que c'est un débat franco-français. Écoutez, on oublie quand même que le terrorisme est le produit de l'impérialisme mondial. Ça, on l'oublie, on a l'impression de l'oublier. Al-Qaïda a été la création des services américains en Afghanistan dans les années 80. À partir d'un certain moment, Al-Qaïda ne veut plus jouer le rôle qui lui a été assigné, à savoir semer les grains de la discorde au sein du monde musulman pour mieux le contrôler, en s'attaquant aux chiites. Zarqawi Ibn Ladr refusait, Ayman Zawahiri, après la mort, refusait de s'attaquer aux chiites. Zarqawi voulait s'attaquer aux chiites. Il a été tué, mais ses disciples, c'est eux qui ont créé Daesh. C'est-à-dire que c'était dans la ligne de la vision américaine pour son projet de GMO et pour contrecarrer la Chine et la Russie au Moyen-Orient. Il a raison de dire qu'on est toujours dans l'air bouche. Non, il a raison sur ce plan, mais il ne faut pas oublier ces questions-là. C'est-à-dire, Daesh et Al-Qaïda ne sont pas la création de musulmans qui veulent combattre je ne sais qui.
Le terrorisme, aujourd'hui, l'Occident est en train de récolter ce qu'il a semé. Et ce qui se passe en France, vous parlez, tu poses la question sur la durabilité de cette situation et de cette ambiance, cette atmosphère. Oui, ça va durer. Parce que apparemment, notamment en France, pourquoi? Parce que les services français parlent qui sont au sein de Daesh et qui sont peut-être même bien placés dans la direction de Daesh. Ce qu'il faut dire, c'est que là, on parle de terrorisme, de violence, le complot est dedans. Mais en même temps, on ne peut pas se contenter d'expliquer le phénomène, les choses par le complot. Il y a un cheminement qui s'est fait. À un moment donné, les néoconservateurs américains ont décidé qu'il fallait faire remuer ça en intervenant. À ceux qui leur disaient « Attention, vous allez contre la réalité », la réponse des Américains « Mais la réalité, c'est nous qui la faisons ». Or, ils ont créé une réalité, il faut le dire, ils ont créé une réalité qui aujourd'hui prend des dimensions, à mon avis, qui n'étaient pas prévisibles. Je ne pense pas qu'ils avaient cette ambition de... Mais effectivement, ils avaient... la base de départ, à mon sens, c'était de fractionner l'Irak en trois. Le problème, c'est qu'en décidant de fractionner l'Irak en trois, on a joué sur les dimensions sectaires, et c'est cette dimension-là qui a donné la base de masse à un mouvement terroriste qui, normalement, devrait rester un mouvement limité. Je veux juste noter, je ne sais pas s'il faut parler d'une forme de lâcheté chez la sphère djihadiste, mais... la France est vraiment mal récompensée. C'est la France qui a résisté à Bush, c'est la France qui a refusé d'aller... Dominique de Villepin est toujours sur cette position, sur les plateaux de télévision, si vous l'avez écouté. La France a changé la vie. Non, mais elle n'a pas été... Stratégiquement, par rapport à cet engagement-là, je pense qu'en retour, elle n'a pas été récompensée. C'est le pays occidental qui paye le plus, alors que c'est celui qui était le plus contre ce type d'ingérence. Au départ, évidemment. Le retour du bâton afghan, quand on parlait de l'aide de la CIA à Al-Qaïda à l'époque, ça a été le 11 septembre, c'est-à-dire à chaque fois, ils se retournent contre leur... J'ai encore une petite question là-dessus, parce qu'après, j'aimerais bien qu'on parle de l'Algérie. Sur Daesh. Daesh est vraiment dans la conquête des territoires, alors que là, peut-être on a vu un peu ces jeunes qui se sont fait exposer, on voit un petit peu d'où ils viennent, qui ils sont. Est-ce que cette nouvelle forme d'organisation, finalement, ne prend pas plus de liberté et n'est vraiment pas détachée de ce qu'aurait pu être Al-Qaïda ou les terroristes d'Al-Qaïda à une époque, un extrémisme centralisé, j'allais dire, et une action centralisée, ce qui n'est peut-être pas le cas, pour essayer de comprendre un petit peu... Al-Qaïda était très très décentralisé. Oui. La preuve, c'est que Al-Qaïda avait des subdivisions, des démembrements exactement, des franchises, et favoriser, en plus d'accepter, les actions de loups solitaires ou de cellules dormantes, etc. Mais là, on est avec Daesh, avec ses dernières actions, puisqu'il y a eu attentat kamikaze, ça suppose qu'il y a eu préparation. Donc ça ne peut pas venir d'un groupe qui donne. Exactement. C'est toute la série d'attentats. Vous avez le Liban, l'avion russe. C'est une campagne. C'est une campagne. À mon avis, il y a un lien à mettre entre ces trois événements. Les services français avouent qu'il y a eu 9 tentatives d'attentats majeurs en France ces 6 derniers mois. Pardon. Moi, je me demande d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse, la multiplication d'attentats par Daesh? C'est-à-dire, à force de la pression qu'ils sont en train de recevoir des Russes actuellement, est-ce que ça ne les force pas un peu à battre leurs cartes? Et en abattant leurs cartes, c'est d'organiser le maximum. C'est l'analyse d'Olivier Roy, qui était très pertinent. D'abattre leurs cartes et de faire, dans le rapport de force internationale, de peser un peu plus sur les décisions des diplomaties occidentales. Ça, c'est une chose. La seconde, concernant ce qu'on dit, c'est qu'il faut être sérieux sur l'aspect militaire. 30 secondes. Daesh, ils peuvent le détruire en une semaine. Oui. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on a le même débat comme l'armée irakienne à l'époque de Saddam Hussein. Oui, ils sont puissants, ils sont forts, ils sont etc., etc. Non, il faut être sérieux. C'est-à-dire, vu les territoires, on a vu les Peshmergas qui l'auront fait. C'est-à-dire, c'est des Kurdes sous-armés
des gens qui sont pas entraînés, qui ont repris Sinjai la dernière fois. C'est-à-dire si ils veulent pas envoyer leurs troupes au sol, c'est tout. C'est-à-dire les grandes puissances ne veulent pas être mêlées directement dans le conflit. Comme ils veulent pas prêter main forte à l'Iran et le Hezbollah, et bien sûr à l'action chiite là-bas sur place, pour ne pas les renforcer. C'est-à-dire, donc à partir de là, il faut cesser d'être hypocrite. Daesh n'est pas aussi puissant qu'on le dit, c'est pas l'adversaire qui ils ont démantelé le Qaïda, ils ont pratiquement atomisé le Qaïda, ils peuvent le faire effectivement avec Daesh. Là on entre dans les complications des objectifs des États. Oui, oui. La Turquie n'est pas tout à fait contre Daesh, elle craint un État turc, un État kurde, les Jordaniens n'ont pas vraiment les moyens d'y aller, on veut pas soutenir Bachar al-Assad, mais alors que les Russes disent arrêtez de nous bassiner. La base pour se battre contre Daesh, c'est Damas. Et donc voilà, on est dans une complexité qui sert Daesh en fait. Oui. Abed, tu veux prendre la parole avant oui, non, il y a plusieurs choses à dire. L'une d'elles, c'est ce qui s'est passé à Paris révèle une sophistication très poussée. Quand même une dizaine de personnes qui sont venus à travers des itinéraires différents dans une concertation, une coordination qui est assez forte quand même. Ils sont passés à travers les mailles du filet, c'est assez important. Il y avait des guignols dans le lot aussi quand même. Hein. Oui, mais... Le Stade de France, 3 kamikazes, 0 mort, bon. Oui, mais le fait le fait qu'il ait pu faire passer la bombe, c'est ça qui était important. La deuxième chose, c'est que les Français ont inventé un vocabulaire. Flaguer dira qu'ils avaient inventé des mots guerre chirurgicale, bombardement, et on les a avalés. On les a intégrés. Aujourd'hui, sur le terrorisme, ils sont en train de nous vendre un vocabulaire similaire. Loup solitaire, etc. Et ils ont inventé des mots à travers des grilles de lecture qui leur sont propres. Ils essayent de faire en sorte que la réalité colle à ces mots. Or, non, c'est faux. La réalité ne colle pas à ça. Il y a quelque chose aussi qui est... dans la lutte contre ce qui se passe, contre Daesh, il y a quelque chose... des conditions qui sont nécessaires mais pas suffisantes. Parmi ces conditions, on va tenir 1 siècle, 2 siècles. La question palestinienne va susciter des vocations djihadistes, kamikazes sur les 2 siècles qui viennent. Ça, il est impossible d'y échapper. Les Français doivent le savoir. Et vous avez 1 milliard de personnes qui sont dans une religion. Si vous avez 0,0001% qui se sentent injustement brimés quand ils voient Netanyahou, la réaction des Occidentaux devant Netanyahou et devant les Palestiniens, ils vont se faire exploser. On ne peut pas y échapper. Ouais. Juste un dernier mot, sur la terminologie dont ce qu'a parlé Abed, qui est très importante. 2 choses, très rapidement. 1, guerre contre Daesh. Est-ce que ce n'est pas une façon de lui donner un statut d'État dont on est en train de parler? On déclare la guerre, crée un État et on finit par une négociation, comme on a dit tout à l'heure. Hein? Oui, non, mais je veux dire, si on lui donne. Et la deuxième chose, et la plus importante, c'est la guerre contre le terrorisme. On ne fait pas la guerre au terrorisme. Le terrorisme est un mode opératoire. C'est une pratique, c'est une technique, c'est une façon de faire la guerre. C'est pour ça qu'on privilégie la lutte antiterroriste. Tu veux terminer sur une bonne note? Je te donne la bonne nouvelle. Je ne veux pas terminer, je veux enchaîner. Vas-y. Je te donne la bonne nouvelle. Daesh, c'est fini. Attends, tu nous as annoncé que Bouteflika et Gaël Salah, c'était fini il y a 6 mois. Donc là, on se méfie. C'est en cours. Non, c'est des processus. C'est pas... voilà. Là, ça nous concerne quand même. Attends, ou pas. Je te dis ça et tu réagis pas. Non, je vais attendre de voir. ça nous concerne ou pas. Par rapport au renseignement, est-ce qu'on est sur le coup? Est-ce qu'on est sur le coup? Dans quel sens? Sur la question du renseignement. Est-ce que l'Algérie est sur le coup et de quelle manière est-ce qu'elle pourrait être sur le coup par rapport au renseignement, par rapport à... Voilà.
Mounir, je te pose la question. Sur la question du renseignement... Non, quel est le spécialiste des renseignements pour non, d'après Monde Afrique... Réfléchis, Pierre. D'après Monde Afrique, je ne sais pas ce que ça veut. Sérieux Le DRS aurait transmis une note au service français sur... Pas cette fois-ci. Si, non, cette fois-ci. Ouais. Il aurait même donné le nom d'un des kamikazes et parlé d'un certain nombre de Français qui seraient venus en Algérie pour, comment dirais-je, améliorer leur arabe et les bases de l'islam. Ils sont repartis en Syrie via la Turquie. Abdelkarim nous a même dit que le général Toufiq était à Washington quand ont eu lieu les attentats du 11 septembre. Oui, on l'a dit. Non, on est de toute façon, Monde Afrique... Non, de toute façon... Washington, il était au Pentagone. De toutes les façons, ce qui est sûr, et ça a été dit, je crois, par copain, oui. Sur le plan de renseignement, la France a perdu un peu de terrain en coupant ses liens avec la Syrie, déjà diplomatique, et après en coupant ses liens avec les renseignements syriens qui auraient pu servir énormément les services secrets français. Alors qu'il paraît que l'Algérie a infiltré Daesh. Paraît-il, l'Algérie a infiltré Daesh, d'où certaines informations, y compris en ce qui concerne l'Algérie, l'incapacité de Daesh de s'implanter durablement en Algérie. Il y avait le groupe qui s'est coupé de GSPC. Voilà, Junte al-Khalifa, qui était une vingtaine de personnes, donc, qui seraient apparemment décimées. J'espère sérieusement que les services de renseignement algériens sont aussi efficaces que tu le dis, mais moi je pense que si Daesh ne s'implante pas, c'est qu'on est toujours, les Algériens sont toujours dans la mémoire des années 90. La majorité ne sont pas tentés par une option qui est sans issue, qui n'apporte rien, et c'est ça, le vaccin réel est là. C'est ce que les gens ont vécu. Maintenant, il y a toujours des petits groupes, et je doute, par contre, sur les histoires d'information, moi j'ai lu des articles aussi, c'est pas Monde d'Afrique, on disait, les Français ont reçu une multitude d'informations, mais qui ne pouvaient pas synthétiser de telle manière à dire qu'il va y avoir des opérations. Ils ont des idées vagues, qu'il y a un risque, mais pas rien de précis. Vous en savez tous quelque chose, on va faire le tour de table. J'ajoute une phrase. Les Français, depuis pratiquement 2 ou 3 mois, si ce n'est plus, je parle de responsables français, qui à chaque fois annoncent l'imminence d'actions terroristes sur le sol français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des éléments d'information qui sont venus d'autres services de renseignement, notamment américains, qui les ont informés de certaines choses. Oui, d'accord. Mais qu'il est difficile de transformer en action préventive, c'est pas évident. Quand on prend mathématiquement les options qu'ont chaque pays pour, soi-disant, infiltrer Daesh ou s'informer, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, il faudrait qu'à la base, il y ait beaucoup de nationaux de ce pays qui soient incorporés au sein de Daesh. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. La France, par contre, a énormément de djihadistes sur place, dont une infime fraction pourrait être travailler, faire double jeu. Il y a ça. Non, ça c'est dans l'absolu. Ça c'est dans l'absolu. Dans le fait, l'Algérie a subi le terrorisme pendant une vingtaine d'années. Il ne faut pas l'oublier. J'ai remarqué. Secondo, la France. Je suis en train de faire la comparaison entre l'Algérie et la France. La France disposait d'entrer dans d'innombrables organisations terroristes en Syrie. Ils avaient même monté une organisation terroriste eux-mêmes là-bas, Khorasan, qui est très très lié à la France, qui a été même présidé par un ancien officier supérieur français, un lieutenant-colonel. La France a des hommes. Si elle ne dialogue pas avec l'État syrien, elle dialogue avec la Turquie, elle dialogue aussi avec Jabhat al-Nusra et compagnie. L'Algérie, les informations qui lui proviendraient du terrain viennent de la Syrie, viennent des quelques éléments qui sont infiltrés là-bas. Mais dire que l'échec de l'installation de Daesh en Algérie est lié à une infiltration algérienne de Daesh, je ne pense pas que ce soit vrai.
Il y a d'autres facteurs beaucoup plus réalistes, comme déjà le fait que que l'État algérien soit toujours en mode antiterroriste, que les services de sécurité sont toujours mobilisés sur le front intérieur, mais aussi que les gens ont pris conscience que le terrorisme n'était pas une solution. On peut même ajouter une hypothèse, c'est que AQMI en Algérie, quand Daesh a déboulé, AQMI peut devenir un allié objectif des services de sécurité pour aider à éliminer AQMI. Non, et puis Daesh n'est pas venu, Jund al-Khalifa ne sont pas venus de l'étranger, ce sont des terroristes d'AQMI qui... Mounir, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? De quoi? Parce que j'ai perdu le fil de la question. Entre-temps, il y en a deux. La filière algérienne, on la connaît. On la connaît, mais enfin, en tout cas, c'est ce que le ministère de l'Intérieur relève. La filière algérienne des terroristes, nous, on la connaît, on sait qui sont nos terroristes. Donc, est-ce que cela veut dire que Daesh, ça nous regarde pas? Et en termes de renseignement, on n'est pas concerné. Et en termes de renseignement, est-ce qu'on est sur le coup? Voilà, sur cette question de Daesh. On est forcément sur le coup du moment que c'est notre pain quotidien, c'est-à-dire au niveau de la sécurité, c'est le pain quotidien. C'est-à-dire la lutte antiterroriste c'est-à-dire c'est quelque chose qui est maintenant devenu structurel, profond, qui est installé. C'est-à-dire c'est pas la lutte contre le grand banditisme ou contre les barons de la drogue, ça vient après. C'est-à-dire la contrebande, etc., toutes les menaces sécuritaires qui peuvent exister. Ça, c'est le premier point. Donc, et il faut dire aussi qu'après 25 ans de lutte, il y a une base de données et un suivi des personnes qui est phénoménal. Et c'est cette base de données et ce suivi-là que les services de renseignement étrangers viennent demander. Quand on parle de lutte, c'est-à-dire ces grandes puissances qui viennent en Algérie et remercient l'Algérie sur cet aspect-là, et que sur cet aspect-là, j'aurais aimé qu'ils remercient l'Algérie sur la croissance. La croissance. Pardon. Non, je suis choqué qu'on prenne ça au sérieux. Tout flatteur vit au dépens de celui qui flatte. Non, si je te dis sur l'aspect technique, ça existe. Les gens du renseignement, ça existe. Il y a des attentats qui ont été prévenus depuis Alger. Ça existe, que tu le veuilles ou pas. C'est-à-dire ça, c'est les partenaires qui le savent. Mais maintenant, le problème, c'est que comment dire, les gens n'en parlent pas parce que quand il y a ce genre d'opération, les gens n'en parlent pas. C'est tout. Est-ce que c'était une faille de renseignement? Est-ce qu'il y a eu une faille de renseignement? Il y a un cas, pour être précis. Il y a un seul cas, je crois, parmi les kamikazes, enfin les assaillants. Il y a le cas de celui qui est né en Essonne, qui a 27 ans, qui serait venu il y a 3 mois en Algérie avant de participer à l'attentat, qui est donc franco-algérien. Oui. Il y a un cas où peut-être on peut dire, effectivement, s'il était sous surveillance, fiche S en France, repérage par le DRS, il aurait pu peut-être être mieux... Et c'est celui-là qui aurait été signalé au service français. Il est venu. Avec le nom. Je suis choqué que ça marche encore. Les responsables étrangers qui viennent en Algérie, on leur fait une fiche sur les éléments de langage. Il faut dire ça et ça et ça. En tête de ce qu'il faut dire, c'est rendre hommage à l'expérience, à l'efficacité, à la grandeur des services de sécurité algériens. Ça fait partie des éléments de langage qui sont préparés et les Algériens ont fini par y croire. Mais c'est lamentable, ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est peut-être sur l'aspect diplomatique et politique. Moi, je suis en train de te dire, c'est sur les éléments de langage qu'on ne communique pas. C'est-à-dire qu'il y a un terrain de dialogue sécuritaire qui est celui de l'échange de renseignements. Quel que ce soit les États-Unis, un petit ou un grand pays, ils ont besoin d'échanges de renseignements, c'est tout. C'est quelque chose, c'est un dialogue sécuritaire. Alors, j'avais envie d'enchaîner, de vous poser une question parce que c'est quand même d'actualité. On parle des services de renseignement, mais bon, on va faire une petite pause. On va remettre les choses à plat et puis on revient tout de suite après. L'émission continue, à tout de suite. Vous êtes toujours là. Merci de continuer à nous suivre. On va poursuivre cette discussion autour de cette table, autour de l'actualité qui a marqué. Alors, plusieurs questions sont posées. Comment va le président? Où est-il? Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas au 19? Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Tu t'en doutais. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas au 19 ou au 19-4 maintenant? On en est à 19-4. Toutes ces questions, on a continué à se les poser avec des prises de position de cette semaine de partis politiques. Je vais faire le tour de table. Akram,
Je t'avais posé la question la semaine dernière, je te demandais est-ce que tu as des informations au sujet du président de la République, où est-ce qu'il se trouve. Des questions avaient été, ou ça avait fait en tout cas polémique, beaucoup de questions ont été posées autour de son déplacement ou pas. Il est ici en Algérie, tu as des informations? Bon, je n'ai pas d'informations par rapport à la semaine passée. On ne le sait pas aujourd'hui s'il est en Algérie ou ailleurs. Ce qui est certain, c'est qu'il est malade, ça on le sait depuis quelques années. Donc, par contre, il y a d'innombrables rumeurs et d'informations et contre-informations qui sont en train de fleurir ici et là-bas. Bon, ce qui officiellement le président aurait aurait vu le match et il aurait vu le match et a félicité l'équipe nationale pour son résultat. On parle, certaines personnes parlent d'une probable rencontre avec le Premier ministre maltais aujourd'hui. Donc on reste attentif. Le président de la République qui félicite l'équipe nationale et les 19, la question reste posée. Enfin, les 19 moins 4, je le disais, pas de réponse, rien du tout. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? En fait, on est dans la même thématique du 4e mandat depuis l'AVC de Bouteflika en avril 2013, avec cependant quand même une acuité plus forte parce que il s'est passé un moment où on a parlé de son départ à l'étranger, ça n'a pas été confirmé. On est dans un contexte où à l'international, il se passe des choses qui rendent les Algériens plus attentifs à cette question. On a besoin d'être assuré par son président, on a besoin qu'il dise des choses sur la situation. On voit aujourd'hui comment, nous ne sommes pas dans le cas de la France. D'ailleurs, le retournement de l'histoire est quand même assez interpellant et spectaculaire. Mais le président Hollande, il a fait une demi-douzaine de déclarations depuis, il est sur tous les fronts, etc. En Algérie, Bouteflika parle de l'équipe nationale, on le voit pas. Donc ça rend encore plus transcendante cette question de est-il en mesure d'exercer ses fonctions ou pas? Ça la rend encore plus transcendante, d'autant qu'il y a eu cette initiative de ses anciens soutiens qui veulent le rencontrer, pas par un clan, qui l'utiliserait pour développer, pour servir ses intérêts. Et on est aujourd'hui dans une crise de plus en plus aiguë. Djilali Sofiane a parlé cette semaine, c'était hier, je crois. Il appelle le Conseil de sécurité à tenir une réunion. Là, on fait un pas supplémentaire dans la démarche de vouloir... Oui, là, c'est pratiquement ouvert comme attitude, du moins d'un représentant de l'opposition, Sofiane Djilali, qui invite officiellement et ouvertement l'armée à prendre ses libérations et à trancher le cas Bouteflika en appelant à la réunion du Conseil de sécurité parce qu'il parle de vacation du pouvoir. Le deuxième élément, parce que les rumeurs, on ne va pas s'en sortir tant que Bouteflika n'est pas vu par les Algériens. Le deuxième élément qui alimente justement toutes ces rumeurs, c'est le déploiement des forces de sécurité un peu plus, qui sont plus visibles qu'avant. Est-ce que c'est lié à ce qui s'est passé en France? C'est des mesures préventives éventuellement, ou est-ce que s'il y a autre chose? On ne sait pas. On est dans le flou total. Ce flou est aussi entretenu par la démarche des 19 mois 4. Louisa Hannoun a parlé aujourd'hui dans le journal Le Soir d'Algérie dans un entretien sur 2 pages. Elle n'apporte rien de nouveau. Elle attend la réponse de Bouteflika, répétant et ressassant qu'il y a des décisions et des mesures qui ont été prises et qui ne ressemblent pas à la personnalité ni aux convictions de Bouteflika. Voilà, on en est là. Abed. Moi, je suis frappé par le décalage qu'il y a dans le discours politique. Louisa Hannoun a dit, se plaint aujourd'hui, déplore la déliquescence des institutions. Madame Louisa Hannoun a soutenu le 4e mandat. Donc, elle vient sur un terrain avec 2 ans de retard, disons au moins 2 années de retard. Sofiane Djilali appelle une réunion du Conseil national de sécurité. Bon, entre parenthèses, le Conseil national de sécurité est présidé par M. Bouteflika,
Et le principal personnage fait, c'est le général Gaïd Salah. Donc je ne vois pas comment il va destituer le président Bouteflika. Mais l'idée que c'est l'armée qui est le cœur du pouvoir dans le pays, que c'est à elle, c'est pas à elle d'intervenir, qu'elle a une responsabilité de ce qui se passe. C'est un discours qui a été dit avant le 4e mandat. Et donc, aujourd'hui, on a l'impression d'être en face de gens qui découvrent le fil à couper le beurre, en fait. Ils sont en train de se mettre à jour. Or, aujourd'hui, ce qu'ils proposent n'est plus viable. Ce n'est plus viable. Parler aujourd'hui de déliquescence des institutions, ça n'a plus de sens. C'est pas Madame Louisa Hanoun qui va dire ça. Tu partages l'avis du RCD et Belabès qui dit ce sont des déchus, des parvenus, managés par la police politique officieuse. Il y va loin. C'est une erreur. C'est une vraie erreur politique. C'est-à-dire, ça m'intéresse pas. C'est important. Elle me pose une question, je vais y répondre. Ce volet ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le décalage entre les besoins du pays aujourd'hui et ce qui est proposé comme alternative. Les alternatives, ça nous renvoie un petit peu, je vais faire un peu l'éloge de mes amis, ça me renvoie à la réforme économique qui était prônée à la fin des années 80, début des années 90, et aujourd'hui, il y a des gens qui découvrent la réforme. Voilà, Le problème d'Abdelchef, c'est qu'il ne fait pas la différence entre la stratégique, le niveau stratégique et le niveau tactique. Avec la démarche des 19-4, on est dans le tactique. La stratégie, effectivement, c'est d'avoir dit ce que d'autres ont dit depuis longtemps, que c'est plus possible de continuer avec cet attelage, que le président est malade et qu'il ne peut pas exercer le 4e mandat, il ne pouvait d'ailleurs même pas faire le 3e en réalité. Mais tactiquement, pour débloquer la situation aujourd'hui, ce qui est arrivé avec l'initiative des 19 est très important. Et il est très important parce que ça permet de traduire dans des mots, dans des situations très simples, ce que dit l'opposition dans des termes martiaux et stratégiques. Nous voulons voir le président pour vérifier s'il est en état de gouverner l'Algérie, de présider, tout simplement. Et ça, regardez l'impasse dans laquelle ça met le pays politiquement. Et ça me reproche de confondre stratégie et tactique. En fait, lui, il confond tactique et opportunisme. Anaouia. On était dans un petit groupe qui a refusé le changement de la Constitution pour le 3e mandat. Je ne parle pas du 4e mandat. Donc, on a fait un bout de chemin ensemble sur ce thème-là. À ce moment-là, Madame Khalida Toumi et Madame Louisa Hanoun étaient totalement, non seulement dans le 3e mandat, mais plus tard dans le 4e. Aujourd'hui, je suis désolé, c'est de l'opportunisme au sens négatif. C'est pas de la tactique. Pour toi, je suis désolé. On va pas plus loin. C'est-à-dire que tu t'intéresses même pas sur les retombées que ça peut avoir. Parce que non. Les retombées, j'écris aujourd'hui dans le quotidien d'Oran, je peux faire mon autopromotion, que leur démarche a eu un résultat énorme. Elle a... Oui, c'est un constat. Je ne peux pas nier les... Très bien, alors ça évacue à la limite... pas les faits. Devant la gravité de la situation, ça évacue peut-être la première analyse. Le camp du doute, le cercle du doute sur les capacités du président Bouteflika, c'est considérablement élargi. C'est un fait. Et tactiquement, je pense que le RCD, par la voix de M. Belabès, qui nous a habitués à mieux en termes de sortie politique, à mon avis, c'est une erreur, parce qu'il y a une passerelle possible entre cette initiative des anciens rapprochés, parce que tout le monde n'est pas un proche de Bouteflika, d'ailleurs, dans cette démarche des 19-4, il y a une possibilité de voir comment faire converger cette initiative avec ce que demande l'opposition. D'ailleurs, Soufiane Djilali a proposé que Bourgba, l'ancien Moudjahid, qui fait partie de la démarche, vienne expliquer à la coalition de Zeralda le sens de cette démarche-là. Et je pense que la sortie du RCD affaiblit les possibilités de passerelle. Ça peut muer vers une... Encore moins des décisions qui touchent à la souveraineté nationale. Oui, je rejoins ce que je suis en train de dire. Il y a une sorte d'hypocrisie dans cette démarche. C'est ce que j'essaye de dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne disent pas publiquement que Bouteflika, ou du moins qu'ils doutent de cette démarche. Il faut laisser le temps, il faut une transition, il faut leur laisser le temps, il faut une transition, passer d'une situation à une autre. Mais la vraie question dans tout ça, c'est pourquoi est-ce que le président ne répond pas? On peut avoir une réponse. C'est un piège, il ne peut ni répondre, ni ne pas répondre. Il n'a pas de bonne solution. Il a deux mauvaises solutions. Ils sont en train d'évaluer laquelle sera la moins mauvaise. Mais c'est un vrai piège.
il envoie un message à l'équipe nationale pour un match. Attendez, 7-0 le match face à la Tanzanie, c'était aussi important que ça? Je vous pose la question. Non, pas du tout. C'est un pour tour essayer de comprendre préliminaire. un peu. C'est la première fois dans l'histoire du pays où il y a un message de félicitations du président pour un match à enjeu relativement modéré. C'est un tour préliminaire qui est supposé être une formalité pour l'équipe nationale. Alors, on est peut-être en droit de s'interroger. Pourquoi est-ce que le président ne répond pas au 19 et envoie un message comme celui-ci à l'équipe nationale? C'est une vraie question, Je crois que la partie qui peut répondre à cette question n'est pas autour de cette table. Ouais. Non, s'il faut absolument répondre à cette question, c'est que s'il les reçoit, il faut qu'il soit en mesure de délivrer un message fort. Il va bien, il est en bonne santé, etc. Ce qui n'est pas acquis. S'il ne le reçoit pas, il est à la limite dans son droit, mais il va essayer, à mon avis, il va essayer de répondre autrement, par exemple en recevant le Premier ministre maltais. Oui. Ça peut être une formule. Il faut attendre pour voir. Faut attendre pour voir. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Akram, tu voulais ajouter quelque chose avant de terminer? Il y a de l'attrition aussi au sein du groupe des 19. Donc, il se peut aussi qu'on joue le temps et qu'ils préfèrent travailler les personnes une à une pour désintégrer Je fais mon papier sur cet aspect-là. Ça n'a plus aucune importance. Tout à fait. Qu'il soit 7 ou 2 ou 19, ça n'a plus d'importance. Le résultat a été acquis. Le cercle du doute s'est élargi. C'est fini. Ça risque pas de mourir comme initiative avec le temps, un peu comme Zeralda au moment où c'est arrivé. L'initiative a atteint son objectif. Elle est finie. Ça, c'est du passé. Bon, voilà. Merci, messieurs. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous de continuer à nous suivre. Et puis, un événement. À partir de mardi, Radio M aura son propre site internet. Il est magnifique, il est beau, il est super à partir de mardi. Donc, le site, c'est radio-m.net. Vous pourrez suivre toutes nos émissions, suivre tout ce qui se fait sur Radio M, revoir des archives. Et le CPP en direct à partir de jeudi, ce sera aussi sur le site internet. Voilà, donc un lien supplémentaire et nous devenons de plus en plus proches. Merci et à bientôt.